Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bernard Gonel et je prends à nouveau la parole aujourd'hui parce que, comme beaucoup de citoyens, je suis un homme en colère. En colère avant tout contre un système où le milieu de la finance internationale règne désormais en maître absolu. Contre un système injuste et inhumain qui permet à 1% des habitants de la planète, les plus riches, de détenir à eux seuls plus de 46% de la richesse mondiale, et qui voudrait nous faire accepter comme normal que 9 millions d'êtres humains puissent encore mourir de famine chaque année, dont un enfant toutes les 5 secondes. En colère également contre la lâcheté de ceux qui se sont succédés au pouvoir durant ces 45 dernières années et se sont conduits en serviteurs zélés de ce même système. En colère aussi lorsque, par exemple, je vois cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, sur laquelle on voit des députés ou sénateurs en train de roupiller, certains étant même carrément allongés sur leur banc. En colère devant cette autre image, où on en voit jouer sur leur tablette en pleine séance, ou celle-ci, sur laquelle on voit les bancs de l'hémicycle trop souvent aux trois quarts vides. Voilà qui démontre clairement à quel point ils se soucient de défendre les intérêts du pays et de leurs électeurs. Quand on pense que ces gens sont payés avec l'argent de vos impôts, c'est carrément un manque de respect, un bras d'honneur fait aux citoyens. Et on ose appeler ça des représentants du peuple. Vous vous sentez vraiment représenté, vous, quand vous voyez ça? Moi, pas du tout. Mais il y a bien pire encore. Je pense à certains dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas illustrés par une honnêteté irréprochable. Lorsque des représentants du peuple sont condamnés pour des délits tels que corruption, trafic d'influence, détournement de fonds, abus de biens sociaux et autres faits parfois encore bien plus graves, ne devraient-ils pas être inéligibles à vie? Ces crapules comme Pasqua, Juppé, Tibéri, Balkany, Carignon, Destrade et tant d'autres ont-ils seulement été exclus de leur parti ou au minimum des têtes d'affiche de leur parti? Non, même pas. Quant à Harlem Désir, qui fut lui aussi condamné en justice, loin d'en être exclu, il est même devenu premier secrétaire de son parti. N'oublions pas non plus le cas Cahuzac, qui a fait le bonheur des médias et des humoristes. C'est dire l'importance qu'on accorde à la moralité en politique. Peut-on prétendre pour autant qu'ils soient tous pourris? Bien sûr que non. Mais ce sont des gens comme eux qui déshonorent la politique et qui jettent le discrédit sur l'ensemble de la classe politique. Alors, si les politiciens veulent retrouver respect, confiance et crédibilité de la part du peuple, peut-être seraient-ils bien inspirés de commencer par faire le ménage chez eux, plutôt que de trouver scandaleux d'être tous mis dans le même sac. Autre sujet de ma colère, la manipulation de l'opinion, spécialité des grands médias, et à travers eux, toujours de ce même système omniprésent qui contrôle aussi les médias les plus importants. Le rôle des médias aujourd'hui n'est plus tant d'informer que de colporter la pensée unique et nous conditionner à accepter sans même réfléchir des idées toutes faites. Prenons l'exemple d'émissions dans lesquelles on voit des analystes, politologues ou économistes, toujours les mêmes d'ailleurs. Ces gens prétendument sérieux et compétents nous débitent des affirmations qui en réalité ne reposent sur rien. S'agissant de gens censés savoir de quoi ils parlent, on ne pense même pas à vérifier le bien fondé de ce qu'ils affirment. Je vais vous en donner 3 exemples. Premier exemple, on entend constamment dire qu'il faut ménager les très riches. Je parle uniquement des plus grosses fortunes. Parce que ce seraient soi-disant eux qui créent la richesse du pays et font tourner l'économie. Essayons un peu d'y réfléchir. Prétendre qu'ils créent la richesse du pays et qu'ils font tourner l'économie suppose 3 conditions. Qu'ils investissent prioritairement dans des entreprises qui créent des emplois en France, qu'ils achètent français, et qu'ils paient des impôts réellement en rapport avec ce qu'ils gagnent. Voyons ce qu'il en est en réalité. Tout d'abord, ces privilégiés placent-ils leurs capitaux prioritairement en France? Il est probable que pour une partie de leurs capitaux, ça doit être le cas. Toutefois, c'est alors généralement dans des entreprises du CAC 40, celles qui versent les plus gros dividendes à leurs actionnaires, donc le plus souvent des entreprises qui délocalisent. Il est tout aussi probable qu'ils diversifient leurs placements, y compris à l'étranger, bien sûr. Voyons alors ce qu'il en est de leurs achats. Excepté en matière de mode ou de couture et autres sacs Vuitton, ce qui ne profite qu'à un très petit nombre d'entreprises employant peu de personnel, leurs achats vont en réalité plutôt vers des entreprises étrangères. Il suffit pour s'en convaincre de regarder dans quelle voiture ils circulent. Rolls-Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW, Audi,
Rien de très français dans tout ça. Jusque-là, pas vraiment convaincante la théorie selon laquelle ils créeraient la richesse du pays. Peut-être y contribuent-ils alors par leurs impôts. Nous savons tous que ces gens ont une armée de conseillers financiers et autres avocats fiscalistes, grâce auxquels ils ne paient qu'un minimum d'impôts. Certains se sont même vantés de ne pas en payer du tout. Pire encore, grâce au bouclier fiscal de Sarkozy, on a vu le fisc reverser à certains plusieurs dizaines de millions. Et n'oublions pas non plus l'évasion fiscale si fréquente. Alors peut-être paie-t-il quand même beaucoup d'impôts, mais qui restent en tout cas sans aucun rapport avec les fortunes qu'il brasse. Moi je pense que s'il reste vrai qu'il contribue à faire tourner l'économie, c'est dans des proportions bien moindres qu'on voudrait nous le faire croire, et ça n'apporte en tout cas rien aux Français de base que nous sommes. Tout au plus enrichissent-ils en circuit fermé leurs semblables les très riches. Mon second exemple concerne la dette. Ces mêmes brillants analystes nous expliquent que refuser de payer la dette nous conduirait à la catastrophe, mais jamais ils ne fournissent le moindre argument. Je vais donc vous parler de l'Islande. On a beaucoup parlé de ce pays lorsque l'éruption du volcan a contraint une grande partie de l'Europe à suspendre le trafic aérien. En revanche, dans les médias, pas un mot ou presque sur un événement pourtant d'une toute autre ampleur. Dans ce pays surendetté, qui risquait de se retrouver dans une situation pire que la Grèce, les citoyens se sont mobilisés en masse. Après avoir contraint l'ensemble du gouvernement à démissionner, ils ont pu obtenir une réforme de la Constitution et ont ensuite décidé d'annuler purement et simplement la dette. Résultat, une croissance de 3%, alors que dans l'Union européenne, nous frôlons la récession. Mieux encore, contre toute attente, le FMI a salué ces mesures, pourtant aux antipodes de celles qu'il préconise. Bien sûr, suivre cet exemple chez nous nécessiterait quelques adaptations pour faire face aux dépenses qui nous obligent à emprunter, puisque nous ne pourrions plus le faire auprès des banques. Cela suppose donc soit que la BCE puisse prêter directement aux États, contrairement à ce qui se pratique actuellement. Actuellement, la BCE prête aux banques, qui prêtent ensuite aux États, mais à des taux évidemment plus élevés. Soit que nous retrouvions le pouvoir de recourir à la planche à billets, ce qui ne serait possible qu'en sortant de la zone euro. Nos brillants économistes nous prédisent alors une véritable catastrophe liée au risque d'inflation et de dévaluation. Une fois encore, essayons d'y réfléchir. Pour l'instant, nous empruntons bien aux banques, et il n'y a ni inflation ni dévaluation. Alors je n'ai certes pas leurs compétences, mais j'aimerais bien qu'ils nous expliquent en quoi le fait d'emprunter un montant identique à une banque centrale à taux zéro comporterait plus de risques d'inflation ou de dévaluation qu'emprunter auprès de banques privées à des taux plus élevés. Quant à une éventuelle sortie de la zone euro, ça ne serait probablement pas aussi catastrophique qu'on veut nous le faire croire, dans la mesure où les pays européens qui ne sont pas dans la zone euro s'en sortent généralement mieux que ceux qui en sont membres. Sur cette base, il semble que l'erreur ne serait pas forcément de sortir de la zone euro, ce fut plutôt d'y être entré. Dernier exemple de manipulation par les médias. L'utilisation abusive de termes dont ils ont totalement dénaturé la signification. Tout ce que j'ai dit depuis le début, les médias le qualifieraient de discours démagogique ou populiste. Oula, populiste. Avez-vous remarqué la façon dont ils utilisent cette expression ? On dirait presque que c'est un gros mot censé faire peur. Alors j'ai cherché la définition précise. Dans le Petit Larousse, on peut dire populisme, du latin populus, peuple. Tendance politique visant à défendre les intérêts du peuple. Attitude consistant à prôner le recours au peuple et à se réclamer de ses aspirations profondes. Sur le web, j'ai trouvé une autre définition. Mouvement politique qui se réfère au peuple par opposition à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant accaparé le pouvoir et accusé de trahir les intérêts du peuple. Ah bon? C'est ça être populiste? Vouloir défendre les intérêts du peuple? Alors pourquoi un tel mépris lorsqu'ils utilisent ce mot? En ce qui me concerne, si c'est ça être populiste, alors je ne vois aucune raison d'en éprouver la moindre honte. Je trouve au contraire ce qualificatif plutôt flatteur. Dernier sujet de ma colère. Ces citoyens trop nombreux qui, ne cessant de se plaindre, refusent pourtant de regarder plus loin que le bout de leur nez.
Répétant sans cesse le même scénario, ils continuent de voter tantôt pour l'UMP, tantôt pour le PS, tout en sachant que l'un comme l'autre ne feront qu'aggraver leurs conditions de vie. Albert Einstein disait « La folie, c'est de toujours se comporter de la même manière, mais de s'attendre à un résultat différent. Même le plus stupide des animaux n'emprunterait pas autant de fois un même chemin qu'il sait ne mener nulle part et le mettre en danger. » Avant de conclure, quelques chiffres qui devraient vous inciter à réfléchir. Chaque année, comme je l'ai dit, la famine tue 9 millions d'êtres humains dans le monde, dont un enfant toutes les 5 secondes. Et encore, c'est sans compter les 1,20 milliard qui, eux, ne souffrent seulement que de malnutrition, dont tout de même 2 millions en France. Depuis 2010, nous avons dépassé les 8 millions de Français, 13% de la population vivant sous le seuil de pauvreté, qui se situe aux environs de 900 €, et encore parmi eux, beaucoup ne bénéficient que des minima sociaux, soit moins de 500 €. Dans le même temps, l'Union européenne a réduit de 75% en 2012 l'aide alimentaire qu'elle versait aux associations caritatives. Troisième chiffre, il y a en France entre 15 et 30% selon les sources de gens qui n'ont même plus les moyens de se soigner lorsqu'ils sont malades. Et pour finir, nous avons dépassé cette année les 3 224 000 chômeurs, plus de 10% de la population active, si l'on tient compte uniquement de la catégorie A et seulement sur la métropole. Mais ce chiffre frôle les 5 millions si on inclut ceux des catégories B et C en ajoutant les dom-toms. Visiblement, le chômage progresse mieux que le pouvoir d'achat. Le message que j'aimerais transmettre, c'est que nous avons toujours le choix. Alors maintenant, à vous de voir. Vous pouvez essayer de vous persuader que vous ne risquez pas de faire un jour partie de ces statistiques et que vous avez bien le temps d'y penser, alors que pourtant il y a urgence. Vous pouvez faire semblant de croire qu'un jour ceux qui nous gouvernent auront le courage de dire stop à Merkel, aux anglo-saxons et aux banquiers. Vous pouvez continuer de voter tantôt pour l'UMP, tantôt pour le PS, ou s'abstenir ou voter blanc, tout en sachant que quel que soit le choix, ça ne changera rien. Vous pouvez feindre d'ignorer que cette société du toujours plus, de la surconsommation, du gaspillage et de la pollution représente, notamment sur le plan des seuls besoins en ressources alimentaires, un risque de catastrophe à bien plus court terme que le réchauffement climatique. Mais vous pouvez aussi prendre conscience des dérives de cette société, tenter d'imaginer ce que sera l'avenir de vos enfants si vous ne faites rien, et décider que face à l'urgence de la situation, même si ça devait ne servir à rien, vous devez au moins essayer d'agir. Vous pouvez, comme l'ont fait les Italiens avec Beppe Grillo, dire aux politiciens « Cette fois, ça suffit. Désormais, nous saurons vous obliger à tenir compte de la volonté du peuple. » Vous pouvez aussi renvoyer banques, agences de notation et lobbies divers au rôle qui est le leur, celui d'agents économiques et non de gouvernants. Vous pouvez, comme l'ont fait les Islandais, dire aux uns et aux autres « Non, ce n'est pas à vous de gouverner le monde, c'est aux citoyens de décider dans quel monde ils veulent vivre. » Je vous remercie de m'avoir écouté.